Bonjour, eh bien voilà dans le cadre des rencontres d'Hippocrate, le sujet de la RSE au service de la santé comme facteur d'attractivité. Tout d'abord, quels sont les grands enjeux que nous avons à résoudre dans les années qui viennent? Le premier, agir pour le climat avec tout ce qui touche la réduction des consommations d'énergie directe et indirecte, ce qui touche le bâtiment, l'énergie, la mobilité, la politique d'achat, le numérique, l'éco-conception et l'économie circulaire. Mais c'est également améliorer les conditions humaines en respectant les droits humains, en mettant en œuvre une gouvernance qui garantit l'éthique et tous les sujets relatifs à la santé environnementale pour protéger nos collaborateurs et nos usagers. Enfin, c'est la préservation des ressources naturelles face à l'effondrement de la biodiversité et de la déforestation pour agir sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols durablement. Alors, comment agir? Eh bien déjà, connaître les définitions. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Quels sont les avantages de ces démarches organisées dans des établissements? Eh bien, de plus en plus, les consommateurs ont des attentes très particulières sur ces sujets et le fait d'y répondre est un facteur d'attractivité et d'amélioration de la réputation et de l'image de marque. Cela permet de fidéliser la clientèle, entre guillemets bien sûr, pour le monde de la santé. Cela permet également de booster l'attractivité des compétences pour recruter les compétences de demain. C'est une garantie de gains financiers sur le long terme. Et cela permet également de respecter la réglementation et d'anticiper les réglementations à venir. Quels sont les freins et les leviers les plus identifiés? Tout d'abord, le désintérêt personnel ou le manque de formation initiale et continue sur ces sujets. Donc se former fait partie de la clé de ces démarches-là. Il y a également le problème de l'absence de certitude de gain et le fait que ces démarches soient souvent optionnelles, basées sur le volontariat. Souvent est évoqué le manque d'outils et de méthodes accessibles, mais nous allons vous présenter des outils qui permettent de prioriser les actions. Enfin, un levier important, c'est la mutualisation des pratiques remarquables au sein d'un même secteur et de connaître les leviers de financement, car il en existe énormément actuellement. Il y a également de nombreuses réglementations relatives à la RSE, les lois Grenelle 1 et 2, Elan, Egalim, AGEC, Rennes, le nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé avec une trentaine d'items, la loi Climat et Résilience qui impose à toute organisation d'informer le CSE des impacts environnementaux, mais surtout les réglementations européennes CSRD, CS3D, SFRD, obligeant à la rédaction d'un rapport de durabilité, la double matérialité au niveau de la comptabilité, et ce que l'on appelle le devoir de vigilance, garantissant que dans ses filiales, ses fournisseurs et ses sous-traitants, les droits humains et les impacts environnementaux sont maîtrisés. Enfin, il y a également la loi Pacte qui permet de créer des sociétés à mission et par extension des territoires à mission. Mais il y a également dans notre pays de nombreux plans. Le plan national santé au travail, le plan régional santé au travail, le plan national des achats durables, le plan national de l'adaptation au changement climatique, la charte relations fournisseurs et achats responsables, le plan national de résidus des médicaments et surtout le plan national santé-environnement et ses déclinaisons régionales. Une feuille de route a été éditée par le ministère de la Santé permettant de mettre en lumière les 7 domaines d'action sur lesquels des moyens vont être développés pour transformer durablement notre secteur d'activité. Il existe de nombreuses certifications, 14 001, 50 001, 26 000 et 20 400, permettant de structurer les démarches. Ce sont des démarches normatives. Il existe de très nombreux labels. Nous vous engageons à être très vigilants si vous partez dans cette dynamique, car un label, c'est long, fastidieux. Et il existe deux types de labels, ceux qui sont purement déclaratifs et ceux qui sont contrôlés par des tiers indépendants. Je vous engage bien sûr à choisir des labels ou des démarches contrôlées par des tiers indépendants. Alors sur quel sujet doit-on travailler quand on est dans une programmation RSE, eh bien, il y en a de nombreux. Bien sûr, le calcul de l'empreinte carbone, mais également l'économie circulaire qui permet de transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. Tout ce qui touche le bien-être, les droits humains, la qualité de vie au travail, la santé environnementale, la déclinaison d'une politique d'achat responsable, par l'organisation de l'analyse du cycle de vie des dispositifs médicaux, des médicaments, de tout ce que l'on achète, et par ce biais-là, la réalisation de l'éco-conception des soins. On peut également travailler sur l'éco-conception du bâtiment, des bâtiments de santé, permettant d'intégrer la qualité sanitaire des matériaux de construction notamment. Il y a également les chapitres de la communication responsable, du calcul de l'empreinte hydrique, de l'organisation de la gouvernance, de la mobilité et de l'impact du numérique. Alors comment agir sur tous ces sujets
Pour arriver à prioriser, eh bien, nous avons décliné une méthode qui s'appelle la démarche THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui permet d'avoir un scoring initial mesurant les actions remarquables et les axes d'amélioration pour arriver en quelques mois, en priorisant les actions, à mettre en œuvre toutes les démarches permettant de répondre aux trois défis. Nous sommes en train de créer un réseau national d'établissements engagés dans cette démarche pour mutualiser les bonnes pratiques. Et cette démarche a été reconnue cette année au niveau européen par le consortium Responsibility Europe. Quelles sont les économies et les financements que l'on peut trouver? Les économies sont très importantes dès lors que l'on met en place une démarche structurée avec sa centrale d'achat, par exemple, ou son GHT. On peut facilement économiser 5% sur les GHT, entre 5 et 20% sur l'eau, près de 10% sur le gaspillage alimentaire et donc sur les repas, jusqu'à 50% sur les produits d'entretien, 10% sur les déchets et l'énergie avec tout ce qui touche l'isolation du bâtiment et la fabrication d'énergie renouvelable de 5 à 30% d'économie. Enfin, il existe, vous le voyez sur cette image, mais il nous faudrait des heures, des quantités de financement en fonction de votre localisation, de votre statut, si vous êtes dans le secteur sanitaire, social, médico-social. Si vous êtes public ou privé, les aides sont différentes, mais il en existe actuellement beaucoup, permettant de se faire financer 50 à 70% d'une démarche. En conclusion, nous allons citer ce poète qui nous a dit il y a quelques décennies: là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Nous sommes bien convaincus que toutes les solutions existent sur le terrain, raison pour laquelle nous pouvons être très optimistes pour l'avenir si nous nous formons et que nous mutualisons les bonnes pratiques. Et j'ai envie de vous dire, maintenant, c'est à vous de jouer.